Alors, tout d'abord, peut-être une petite présentation de Ferdinand de Saussure, pour ceux qui ne le connaissent pas. Euh, Aujourd'hui, on connaît principalement Saussure comme fondateur de la linguistique moderne, précurseur du structuralisme en linguistique, et même comme fondateur de la sémiologie, c'est-à-dire de la science qui étudie les systèmes signifiants. Son ouvrage, aujourd'hui le plus célèbre, c'est le cours de linguistique générale. Alors, il s'avère que ce cours de linguistique générale n'a pas été écrit par Ferdinand de Saussure. C'est en fait une compilation des notes prises par certains de ses étudiants au cours des 3 dernières années où Ferdinand de Saussure a enseigné la linguistique générale à l'université de Genève entre 1908 et 1911. L'objet de Saussure dans le cours de linguistique générale était de définir la linguistique de la façon la plus large possible, comme science spécialisée sur le langage au sein des sciences qui s'intéressent à la signification. Il rétablit par ailleurs le primat de la langue parlée sur la langue écrite ayant un prestige bien supérieur comme étant la langue de la littérature au XIXe siècle. Ce point-là, il rejoint certainement la position de Tolkien à ce sujet. Par ailleurs, Saussure pose les principes de la phonologie. C'est à lui qu'on doit la première définition scientifique du phonème. Et tout particulièrement, c'est Ferdinand de Saussure qui caractérise la nature double du signe, cette nature bivalente entre le signifié et le signifiant. Grosso modo, ce que l'on veut exprimer et le mot qui sert à l'exprimer. Enfin, Saussure distingue soigneusement les études linguistiques synchroniques qui s'intéressent à un état de langue donné qu'il s'agit de caractériser et les études diachroniques qui servent à étudier l'évolution phonétique et grammaticale d'une ou de plusieurs langues au cours du temps, tout ce qui va se rattacher notamment à l'étymologie. Toutefois, il convient de souligner que comme ce cours a été publié de manière posthume, ce n'est pas pour cela qu'il était le plus célèbre de son vivant. En réalité, il était principalement connu pour ses travaux sur la phonologie et la grammaire des langues indo-européennes, ses études notamment du sanskrit, et principalement son tout premier ouvrage, paru en 1878, alors qu'il était encore extrêmement jeune, le mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues indo-européennes. Alors, sous ce titre un petit peu barbare, se cache un ouvrage réellement très spécialisé, puisqu'il s'agit d'une étude des liquides et nasales sonnantes en indo-européen, une étude du phonème A, et une démonstration qu'il en existe plusieurs formes, de vocalisation d'ailleurs incertaines, ce qui lui permet finalement de reconstituer le système vocalique indo-européen d'une façon qui a été très largement admise par la suite. Il en dégage également des conséquences grammaticales. Et c'est d'ailleurs principalement à cet ouvrage-là, ou même à une conséquence incidente de cet ouvrage-là, puisque ce n'est pas l'objet principal de l'ouvrage, que je vais brièvement m'intéresser. Il s'avère que Saussure constate que les A et les O longs, qui alternent avec le schwa, la voyelle sourde, forment une apophonie indo-européenne régulière, à condition qu'on suppose un coefficient sonantique qui colore cette voyelle. En d'autres termes, les différentes voyelles E, A et O, dans certaines conditions, peuvent toutes être déterminées comme dérivant d'une voyelle unique, probablement une forme de E, précédée ou suivie de ce qu'on appelle aujourd'hui une consonne laryngale, c'est-à-dire une consonne qui a entièrement disparu dans la plupart des langues qui découlent de l'indo-européen, mais qui a eu le temps d'influencer cette voyelle E pour lui donner la forme qu'on lui connaît dans les différentes langues latines, grecques, germaniques. Par ailleurs, cette étude de Tolkien, cette étude de Saussure, pardon, qui concernait les alternances vocaliques finales, a été étendue par d'autres linguistes, Hermann Müller et Albert Cuny notamment, aux voyelles initiales.
C'est par la suite qu'on a commencé à qualifier ces consonnes ayant modifié les voyelles comme étant des laryngales. Il faut souligner que cette théorie a longtemps été considérée comme incertaine du fait que les consonnes laryngales avaient entièrement disparu. Ce qui a changé son statut dans le cadre des études indo-européennes est lié au fait que le hittite a été découvert puis déchiffré au début du XXe siècle, dans les années 1910-1920. Et le hittite était une des langues indo-européennes les plus anciennement attestées, la plus anciennement attestée. Et il s'avère qu'en hittite, spécialement, 2 des 3 laryngales qu'on considère exister persistaient sous la forme probablement d'une consonne aspirée, un type de H. Et seule la théorie de Saussure permettait de classifier ce H à l'intérieur du système consonantique indo-européen tel qu'il était compris. Voilà. Par ailleurs, on peut souligner que l'existence de certaines racines monoconsonantales, comme la racine do, permettait de replacer ces racines dans un cadre plus général où on considérait que les racines indo-européennes devaient immuablement commencer et se terminer par une consonne. Je reviendrai un peu plus en détail par la suite sur l'intérêt de cette théorie et comment Tolkien s'est amusé à la retranscrire dans un de ses essais linguistiques dont je vais parler. Alors brièvement, pour ceux qui ne seraient pas spécialistes de Tolkien, on sait aujourd'hui que Tolkien est principalement connu pour son œuvre de fiction, notamment les romans du Hobbit, du Seigneur des Anneaux et roman posthume Le Silmarillion. Il s'avère que Tolkien n'était pas romancier de profession, bien au contraire, il était professeur de langue et de littérature anglaise, qu'il a enseigné d'abord à l'université de Leeds en tant que reader, puis en tant que professeur, puis ensuite en tant que professeur à l'université d'Oxford, où il enseigne successivement le vieil anglais, puis il occupe la chaire de langue et de littérature anglaise, jusqu'à sa retraite en 1959. Il est également connu, plutôt des spécialistes, comme étant un grand spécialiste de littérature médiévale anglaise. Son étude sur Beowulf, The Monsters and the Critics, a fait date puisqu'elle a permis de replacer Beowulf en tant qu'objet d'étude littéraire plutôt qu'objet d'étude mythologique ou historique. Par ailleurs, il a écrit d'autres essais, notamment sur Sir Gawain et le Chevalier Vert. Il a publié des traductions et des éditions de textes médiévaux anglais. Et il est également célèbre pour avoir inventé un grand nombre de langues dans le cadre de sa fiction autour de la Terre du Milieu, et notamment les langues elfiques, sujet dont je vais parler beaucoup plus avant dans la suite de cette conférence. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelles pouvaient être les vues de Tolkien sur Saussure? Il faut savoir que Tolkien connaissait visiblement Saussure. Il ne mentionne Saussure qu'une seule et unique fois dans l'ensemble de son œuvre publiée. Précisément, il cite Saussure et le cours de linguistique générale dans un article qu'il a écrit pour la revue The Year's Works in English Studies, année 1925, mais publié en 1927. Il a écrit pendant 3 ans la rubrique Philology General Works, donc travaux généraux en philologie, et c'est l'unique mention, faite d'ailleurs sans la moindre commentaire explicite, de Ferdinand de Saussure. Toutefois, une demi-page plus bas dans cet essai, il fait une généralisation, peut-être d'ailleurs abusive, sur les linguistes français au travers de la critique de la traduction anglaise du livre Langage de Joseph Vindry, qui était un disciple de Meillet, lui-même étudiant de Ferdinand de Saussure, qui pourrait éventuellement s'appliquer par association aux Saussure du cours de linguistique générale. Je la cite pour l'anecdote. S'intéressant au livre de Vindry, une faiblesse inexplicable qui a déjà été observée chez les philologues français, compensation peut-être pour leur ampleur, leur pensée pénétrante et leur vision inventive.
Cette hâte est peut-être non celle du stylo, mais du voyage mental. Il faut aller au galop, le pays étant tellement vaste. En effet, Tolkien venait d'écrire une critique très laudative du livre de Wandry, mais trouvait que sur certains aspects spécifiquement liés à l'étude des langues germaniques, Wandry pêchait par quelques points de détail. Alors, indirectement, on peut tirer des conclusions un petit peu plus fermes sur l'opinion que Tolkien pouvait avoir de Saussure en s'intéressant aux opinions que Tolkien défendait et en voyant comment elles s'appliquaient ou non ou correspondaient aux vues que Saussure exprime lui-même dans le cours de linguistique générale. Tolkien, globalement, reconnaît les grandes thèses du cours de linguistique générale. Il reconnaît parfaitement le caractère aléatoire des changements phonétiques et l'influence prépondérante de la masse des locuteurs par opposition au langage littéraire véhiculé par l'élite. Ça n'empêche pas d'ailleurs de trouver cet état de fait comme étant insatisfaisant. Ceux qui s'intéressent à l'histoire des langues elfiques savent que Tolkien a inventé toute une caractérisation de ces langues comme étant des langues dont les changements étaient en grande partie apportés de façon volontaire par les locuteurs, les Noldor en particulier, les elfes Noldor, qui étaient des amoureux du langage et qui cherchaient à en modifier les structures grammaticales ou les structures phonétiques, mais de façon volontaire pour rendre le langage plus harmonieux, plus satisfaisant. De la même manière, Tolkien exprime à de nombreuses reprises son attrait pour l'adéquation phonétique, c'est-à-dire mettre en rapport un sens, une signification, si l'on veut, et un son ou un mot qui paraissent y correspondre. Tolkien en parle dans plusieurs de ses essais, notamment l'anglais et le gallois. C'est une thèse qui est profondément anti-saussurienne, puisque Saussure défend le caractère parfaitement arbitraire du signe linguistique. Toutefois, Tolkien reconnaît cet arbitraire dans l'absolu. Il pratiquait de nombreuses langues, il invente lui-même de nombreuses langues qui sont ou non en rapport les unes avec les autres, et il invente même leur évolution, comme on va le voir, qui démontre évidemment qu'à partir d'une racine, les mots peuvent suivre des chemins d'évolution phonétique tout à fait divergents les uns des autres. Et cela n'a pas empêché Tolkien de citer Saussure de manière tout à fait incidente dans sa fiction, comme on va le voir un petit peu plus loin. Alors, peut-être commencer par une présentation des langues elfiques chez Tolkien, puisque ce sujet n'a guère été abordé dans les séances précédentes du séminaire. Alors, contrairement à la majorité des auteurs, Tolkien a conçu ces langues en diachronie dès le début. En diachronie, c'est-à-dire, il a considéré leur évolution. Voici un exemple d'arbre généalogique des langues élaboré par Tolkien. Ce n'est ni le premier, ni le dernier. Dans cette version, d'ailleurs, chose qui n'existe ni dans les premières versions, ni dans les dernières, c'est Oromé, l'un des Valar, c'est-à-dire l'une des puissances qui ont contribué à la création du monde, qui enseigne la langue des Valar aux elfes, lesquels la reprennent dans la mesure de leur capacité linguistique et la modifient ensuite pour l'adapter à leurs préférences phonétiques. À partir de là, on voit que dans cette version, le Kwenderin, la langue des Kwendi, la langue primitive des Kwendi, se scinde en deux branches principales, l'Eldarin, la langue des elfes qui vont vers Valinor, qui suivent le voyage vers l'ouest et qui acceptent l'invitation des Valar, et l'Avarin, la langue des Avaris, qui reste dans l'est de la Terre du Milieu. Ensuite, l'Eldarin lui-même se divise en nombreuses branches. On reconnaît ici, si on zoome un petit peu, le Quenya, bien connu, le Telerin, la langue des Teleri d'Aman, qui vivent à Alpolonde, et ici une langue qui s'appelle encore Noldorin, et qui dans les versions ultérieures s'appellera Sindarin, qui viendra la langue des elfes gris. D'ailleurs, dans la suite de cette conférence, je désigne par gris elfique
cette langue-là sans préjuger de savoir qui en sont les locuteurs initiaux. C'est une langue qui a changé de nombreuses fois de nom sous la plume de Tolkien. Un autre aspect de l'originalité de Tolkien par rapport aux autres inventeurs de langue, c'est que Tolkien s'est profondément intéressé à l'étymologie des langues qu'il inventait. Pour lui, une langue n'apparaît en aucun cas de manière ex nihilo, sans passé ou sans avenir. Bien au contraire, elle dérive forcément d'une langue plus ancienne, elle se raffine au cours du temps, aussi bien sur le plan du vocabulaire que de la grammaire, et elle évolue évidemment de manière phonologique. Voici un exemple tiré des étymologies, un essai que Tolkien avait rédigé pour son propre plaisir vers 1937. Deux exemples de racines, la racine ban et la racine bar, avec éventuellement une signification originelle. On note le probablement de Tolkien, car Tolkien fait affect d'être un linguiste qui étudie les langues et qui essaie de reconstituer les étapes antérieures de leur évolution à partir des langues contemporaines de ces récits. Alors, on constate que Tolkien imagine des racines qui peuvent être apparentées ou dérivées de la racine primordiale, Barad et Mbar, dans ce cas-là. On constate qu'il imagine, avec cet astérisque qui signale les mots reconstruits, ce que pouvait être la forme en elfique primitif, et ensuite il en dérive différents mots dans différentes langues elfiques. Ici le Quenya, Varna, avec un changement B en V. Ici le Noldorin, Berio. On constate que cette fois-ci le B est resté tel quel, mais en revanche la qualité des voyelles a changé. Et on constate ici une note de Christopher Tolkien qui signale les nombreuses modifications que Tolkien a fait subir à ce texte au cours de ses révisions. C'est d'ailleurs l'une des complexités supplémentaires sur laquelle je vais revenir dans un instant. Dernier aspect des langues inventées par Tolkien, son intérêt fondamental pour la phonologie historique, suivant en cela l'exemple des grands maîtres de la linguistique du XIXe siècle. Voici un exemple que j'espère particulièrement aride, des tables comparatives que Tolkien a rédigées à peu près à la même époque pour imaginer la façon dont la langue primitive, ici toujours le Valarin, la langue des Valar, avait évolué suivant les différentes langues. On constate que Tolkien ne s'était pas contenté du Quenya et du Noldorin, les deux langues qu'il a le plus développées, mais il invente au passage le Lindarin, un dialecte du Quenya, le Telerin, la langue des Teleridamon, de la même famille que le Noldorin, mais on va dire beaucoup plus proche du Quenya par sa forme, l'Ilkorin, une autre langue apparentée au Noldorin, le Old Noldorin, le vieux Noldorin, le Noldorin de la période du Silmarillion, c'est-à-dire la période des guerres de Beleriand, et bien d'autres langues encore, le Danyan, la langue des elfes, ce qui serait la langue des elfes verts, si on traduit ça en termes du Silmarillion, le Danyan de l'Est, le Taliska, une langue en fait humaine, mais soi-disant enseignée par les elfes aux hommes, et différentes langues avarines, la varine de l'Ouest, la varine du Nord et la varine de l'Est. À chaque fois, on constate que les sons d'origine, P, T, Q, K et Qu, se modifient de différentes façons suivant les différentes langues. Tolkien ne se contente pas de ces tables simplistes, il s'intéresse également, par exemple, aux combinaisons initiales, mais également aux combinaisons médiales, aux combinaisons finales, bien évidemment à l'évolution des voyelles, voyelles brèves, voyelles longues, j'en passe, et de beaucoup plus techniques encore. On constate ici au passage qu'il envisage l'existence de changements analogiques, également. On pourrait rentrer plus encore dans le détail.
De la même manière qu'il étudie l'évolution phonologique, il étudie également l'évolution grammaticale. Il a consacré des essais entiers de dizaines de pages à imaginer ce que pouvait être la grammaire de la langue primitive et son évolution dans les différentes langues. Le Quenya, par exemple, se caractérise par la multiplication des différentes désinences nominales. De la même manière que le latin, le Quenya est une langue qui se décline. Sauf que Tolkien, taquin comme il l'était, n'invente pas une langue avec 6 désinences de cas, il lui en faut 10. Et oui. Et accessoirement, n'avoir que 2 nombres, comme hélas le français, le singulier et le pluriel, est largement insuffisant. Il reprend le duel qui vient du grec, c'est-à-dire tout ce qui concerne les paires d'objets, les 2 yeux par exemple, mais il y rajoute encore un 4e nombre, le pluriel partitif. Évidemment, si on parle du pluriel, on peut parler des bateaux au sens général du terme, ce qui donnerait singulier kyria, pluriel kyriar, mais on peut parler également des bateaux qui sont dans le port, qui ne sont qu'une fraction des nombreux bateaux du monde, auquel cas on dirait kyriali. De manière tout à fait différente, la langue gris-elfique, le Noldorin ou plus tard le Sindarin, innove de manière grammaticale, notamment avec des mutations consonantales et vocaliques. Par exemple, le pluriel ne se caractérise pas par une terminaison comme le S en français ou le R en quenya, mais se caractérise par un changement de qualité des voyelles. Le nom qui désigne les hommes, Adan, se dit Edain au pluriel. D'où Dunadan dans le Seigneur des Anneaux ou Dunedain au pluriel. J'ai mentionné en passant le fait que Tolkien avait souvent changé d'avis au sujet de ces langues. Je pourrais en citer de nombreux exemples. Typiquement, en termes de phonologie, le Goldogri, la première version du gris elfique, n'avait quasiment pas de mutation consonantique. Elles ont été introduites progressivement au cours des différentes révisions que Tolkien a fait subir à cette langue. De la même manière, on pourrait parler en grammaire de la variation du nombre des désinences nominales. Tolkien a modestement commencé avec 4, sur un modèle qui ressemblait beaucoup au modèle germanique. Il est allé jusqu'à 12 avant de se stabiliser à 10. On peut même parler de modification de l'histoire de ces langues, puisque Tolkien n'hésite pas à supprimer entièrement la famille Ilkorin que vous avez vu citée sur l'un des tableaux précédents, et à changer complètement l'histoire de la famille gris-elfique, puisque à l'origine il s'agissait de la langue des Noldor, qui vivaient à Valinor et sont revenus en Terre du Milieu. Par la suite, il décide que ce n'est pas du tout le cas, les Noldor parlent quenya, et ce sont bien au contraire les Sindar, les elfes qui ne sont jamais allés à Valinor, qui sont toujours restés au Beleriand, qui parlaient ce qu'on appelle le Sindarin. Mais du Noldorin au Sindarin, la langue ne change quasiment pas en tant que telle, c'est juste son histoire et son nom qui sont modifiés. Ici, je souhaite faire une brève parenthèse, ou peut-être pas si brève que ça, sur un exemple d'évolution externe des langues elfiques. Ceux qui ont lu le Silmarillion se souviennent peut-être que le Taniquetil est la plus haute montagne du monde, celle sur laquelle siège Manwë, le roi des Valar, c'est-à-dire le chef de ceux qui ont formé la Terre à partir de la création initiale. Le Taniquetil se voit donner un nombre d'explications étymologiques assez remarquables au cours des différentes révisions que Tolkien fait subir à ces langues. On le voit ici dans le Quenya Lexicon, la toute première liste de vocabulaire étymologique que Tolkien rédige à la fin des années 1915, au début des années 1916, à la même époque où il entame tout juste la rédaction du livre des contes perdus. On le voit qu'il l'appelle Pointe-Neige élevée, il la désigne comme une grande montagne au bord du monde, il lui donne une forme primitive Taniquet-tilde, accessoirement il lui donne aussi une variante orthographique, et il donne la forme gnomique d'Aniguethil. Tout cela, il le fait dériver de la racine Taha, ou Taha peut-être, qui est une racine parfaitement elfique. Par la suite, dans le texte des étymologies, dont vous avez vu un extrait précédemment,
il cite de nouveau le Taniquetil, mais cette fois-ci, on constate que la, la forme ninquitilde et primitive n'est pas tout à fait celle qui était citée dans le Konya Lexicon, notamment au lieu de niquet, il propose ninque, qui signifie toujours blanc, avec un mot primitif ninqui. La racine citée est nique, qui est potentiellement compatible avec celle-ci, mais comme on va le voir, il va à nouveau changer d'avis un petit peu plus tard, puisque cette fois-ci dans les années 1959, il propose une racine qui est simplement nique et qui est attestée dans le Konya nique. À chaque fois, on constate que la signification globale ne change guère, mais le sens précis de certains mots est susceptible de modification. Ce qui était une pointe au début est devenu une corne dans les étymologies, et cette fois-ci, c'est un pic. Le changement principal intervient dans le texte que nous allons regarder un petit peu plus avant dans la suite de cette présentation, Kwendi and Eldar, puisque cette fois-ci, Tolkien décide que Taniquetil n'a pas une origine elfique. En réalité, il s'agit tout simplement de l'adaptation d'un terme d'origine valarine. Tolkien d'ailleurs consacre quasiment une page entière à discuter de l'étymologie de ce terme, puisqu'il affirme que peu de mots valarins sont réellement attestés chez les elfes, car les Valars ont finalement peu utilisé leur langue en face des elfes et préféraient parler Quenya, c'est-à-dire elfique, avec eux. Il ajoute d'ailleurs que parmi ceux des elfes qui pratiquaient le mieux le valarin, il y avait Fëanor, et que Fëanor, par suite de son conflit avec les Valar, avait absolument refusé de partager ses connaissances avec son entourage. Toutefois, Tolkien ne manque pas de citer que l'historien elfique qui raconte cela, Pengoloth en l'occurrence, oublie de signaler un point, c'est que les histoires des elfes ont noté par écrit une exclamation de Fëanor au moment où celui-ci quitte la terre d'Aman, la terre des Valar, et brandit le poing vers le Taniquetil en disant qu'il jamais plus il ne le reverrait, ce qui d'ailleurs est vrai puisqu'il va mourir en terre du milieu, et en lui donnant une forme qui est retranscrite d'oreille comme étant Danigwish Tilgun ou peut-être Dahan Igwish Telgun. Et l'elfe qui, soi-disant, note cette phrase souligne d'ailleurs qu'on n'est pas tout à fait certain de la prononciation ou de la façon dont il faudrait le rédiger, puisque Fëanor a prononcé ça sans forcément s'intéresser à transmettre ce qu'il voulait dire. Voilà. Un petit peu plus tard encore, Tolkien revient sur cette question-là. Cette fois-ci, l'origine initiale du Taniquetil est bien établie. Il s'agit réellement d'un mot valarine, de signification qui est d'ailleurs soulignée inconnue. Mais Tolkien raffine encore un petit peu la proposition qu'il vient de faire. Il affirme qu'en elfique, le mot initial avait été conçu de telle façon qu'il avait une signification. C'est pourquoi la version ancienne était Tarniquetil, qui est devenue Taniquetil par usure phonétique du mot. Accessoirement, pourquoi autant de modifications? C'est une excellente question en fait. On le sait, à partir des années 50, Tolkien commence à être tout à fait insatisfait de l'étymologie qu'il a proposée à l'origine. Tout simplement parce que ces langues ont évolué et il n'est juste pas possible que Nique soit la neige. La dérivation phonologique ne fonctionne pas bien. Ta a une signification qui désigne ce qui est au-dessus, mais pas forcément ce qui est élevé, alors que c'était bien le cas dans la toute première version. Par conséquent, Tolkien refuse de modifier le nom qu'il a inventé, il lui plaît, il est probablement phonétiquement adéquat, mais il faut lui trouver une explication étymologique valide. Du coup, quoi de plus simple? On imagine que c'est une dérivation
d'un mot qui vient d'une autre langue, et c'est une adaptation, ça marche. Et c'est justement un problème de ce type-là que nous allons rencontrer dans Quendi et Neldar. Alors, avant de rentrer dans la discussion du texte Quendi et Neldar, qui mérite d'être présenté en détail, il s'agit d'un texte complexe, peut-être une petite présentation initiale. Les voyelles que je vais essayer de prononcer, O et E, ont subi plusieurs étapes d'élaboration. Une des toutes premières, c'est dans la Quenya Quetzal, la toute première présentation de la phonétique du Quenya, que Tolkien rédige là encore une fois dans les années 1916-1917, c'est-à-dire quand il est encore très jeune. Tolkien imagine que toutes les voyelles brèves se transforment en schwa à une période très précoce, donc elles perdent leur qualité phonétique, pour être toutes prononcées de la même manière, et qu'ensuite ce schwa se retransforme et redonne des voyelles brèves, mais sans que le O d'origine donne forcément un O, ou qu'il y ait un lien logique entre les anciennes voyelles brèves et les nouvelles. C'est évidemment une solution qui est pratique sur le plan de l'inventivité, puisqu'elle permet toute latitude dans l'élaboration et surtout dans la différenciation entre différentes langues elfiques. Ça évite d'avoir à se soucier d'une certaine cohérence. L'inconvénient, c'est que c'est évidemment très artificiel. Tolkien, qui est un philologue consciencieux, comprend visiblement assez vite que ce n'est pas très satisfaisant. J'ai parlé précédemment des tables comparatives. Voici un petit extrait des tables comparatives pour les voyelles. Cette fois-ci, on est beaucoup plus rigoureux, mais il y a quelques difficultés qui subsistent. Tout d'abord, les voyelles brèves qui étaient modifiées dans la version précédente sont désormais des voyelles qui restent inchangées dans leur qualité. En revanche, ce sont les voyelles longues dont le vocalisme est fortement modifié suivant les langues, et les diphtongues principalement, dont le système est complètement bouleversé suivant les différentes langues. On constate par exemple que certaines voyelles restent entièrement inchangées, comme le A long. En revanche, ce O un petit peu particulier donne toujours un O en Quenya ou un A en télérine. Le O lui-même restant également inchangé. Quant aux diphtongues, on constate que certaines peuvent former un son unitaire, elles deviennent des monophtongues. Le EI peut devenir I long en Quenya, ou il peut se modifier en AI. Il faut noter que la diphtongue EI n'existe pas en Quenya. De la même manière, d'autres diphtongues comme OU peut donner AU, EU peut donner AU, U long, etc. Ce qui est intéressant dans cette table comparative, c'est ceci. Ce E valarine donne un E long en Quenya et un A long en télérine. Ce type de O donne un O long en Quenya et un A en télérine. C'est exactement le même fonctionnement phonétique que dans Quendi et Neldar, quasiment 20 ans plus tard. Toutefois, cette table comparative a une faiblesse. Elle nécessite d'imaginer le valarine comme langue originelle qui permettrait d'expliquer pourquoi tel phonème n'a pas été conservé par la suite. Or, comme je l'ai signalé précédemment, Tolkien va renoncer à cette hypothèse. Il va décider que les elfes ont commencé à imaginer leur langue par eux-mêmes, les elfes se définissant eux-mêmes comme ceux qui parlent. C'est le sens du terme Quendi. Par voie de conséquence, pourquoi aurait-il commencé par imaginer des voyelles qui auraient cessé d'exister dans toutes les langues filles? C'est la question à laquelle Tolkien va répondre au passage dans Quendi et Neldar. Alors, il faut aussi souligner que le texte dont nous allons nous occuper dans Quendi et Neldar répond à un certain nombre de problèmes phonologiques que je vais énumérer. Premier problème, les racines consonnes, voyelles OU, consonnes, qui donnent une diphtongue AU en Quenya. J'en ai montré un exemple ici.
la racine tour, qui donne le mot taora, qui donne en quenya taora puissant, en noldorin taor, vaste, puissant, etc. Mais cette racine tour donne également un autre mot primitif, touré, qui donne touré, maîtrise, victoire en quenya, et tour en noldorin. Comment expliquer que cette racine primitive donne une diphtongue ao en même temps qu'une voyelle longue ou. Premier problème. Accessoirement, ce n'est pas le seul exemple. On peut noter la racine rouk, démon, qui donne raoko en quenya, qui donne raug en noldorin. Et il y en aurait encore bien d'autres à mentionner. C'est un problème qui concerne uniquement le quenya, puisque une même racine pourrait donner deux qualités vocaliques différentes. Il y a un certain nombre d'incohérences étymologiques entre le quenya et le noldorin. J'en cite un ici, la racine orom, qui donne le nom quenya orome, qui est l'un des valars, donne en noldorin arau. Toutefois, on constate que cette racine orom est elle-même une élaboration d'une racine primitive rom, et qu'en quenya, rom donne romba, le corps ou la trompette, et en noldorin, rom. Je le prononce très mal. Pourquoi est-ce que cette racine orom donnerait o de manière systématique en quenya, mais donnerait alternativement a ou o en noldorin? C'est une réponse à laquelle les étymologies ne répondent pas. Voilà. D'autres exemples existent. Kor, par exemple, la racine qui signifie entouré, qui donne le nom de la colline Kor, donne kaor en noldorin au lieu de donner une forme en o. Accessoirement, et cela on peut s'interroger et savoir si c'est une irrégularité volontaire, puisqu'elle est soulignée comme telle par Tolkien, et que le mot n'est pas utilisé par ailleurs, la racine mel, qui au lieu de donner une forme comme melda, donne aussi une forme malo, qui est identifiée comme Tolkien comme étant aberrante. Enfin, il existe un problème pour le nom Vaere, car visiblement Tolkien a eu un gros problème avec l'étymologie de Vaere. Dans le Quenya Lexicon, tout premier dictionnaire étymologique que j'ai présenté précédemment, il existe une racine withi qui donne le nom Windele, qui signifie métier à tisser. Or, Vaere est la vala qui tisse l'histoire de la Terre du Milieu dans sa demeure. Par la suite, Tolkien supprime cette racine, imagine que le nom de Vaere pourrait venir d'une racine Wei, ou peut-être d'une racine Vei. Malheureusement, il semble vouloir par la suite se débarrasser des racines en Ei. Elles disparaissent toutes des étymologies. D'ailleurs, l'une des racines qui subsiste, Nei, ne donne pas un Ai, mais donne un I long. Nei larme donne Nire, et non pas Naire. Du coup, il semble bien que la solution phonologique soit insatisfaisante. Par la suite, il envisage une racine Waya. Il constate que ça ne peut pas fonctionner du point de vue phonologique. Il envisage carrément de changer et d'attribuer le nom Vaere à la femme du Maya Ossé. Ça ne lui plaît visiblement pas du tout. Il renonce immédiatement. Il fait encore d'autres hypothèses. La racine Wa, qui pourrait signifier souffler, mais il y renonce encore. La racine Wiu. Et finalement, il aboutit à l'idée d'une racine Wiri, dans un texte qui date à peu près de 1959. C'est peut-être seulement, l'origine de la note étymologique de Quenya Eldar dont je vais parler. C'était typiquement tolkienien d'envisager un nom comme le Taniquetil ou Vaere, et de refuser absolument d'en démordre, puisque ça devait être le bon, mais
par suite des changements ou des raffinements apportés à son système linguistique, ça ne pouvait plus fonctionner du point de vue étymologique, et par voie de conséquence, il fallait trouver une solution alternative. Alors, Kwendi and Eldar. C'est un texte que je n'hésiterai pas à qualifier de complexe. Il a été écrit dans les années 1959-1960, c'est-à-dire peu de temps après la publication du Seigneur des Anneaux. Tolkien, à ce moment-là, se replonge dans la rédaction du Silmarillion et, accessoirement, dans l'étymologie des noms qui figurent dans le Seigneur des Anneaux, puisque toutes les étymologies ne lui plaisent pas forcément, après réflexion. C'est un texte qui est complexe, d'abord par sa publication. C'est une publication en 3 parties, mais de manière tout à fait arbitraire. Un texte sur l'origine des orques a été inclus dans le tome 10 de l'Histoire de la Terre du Milieu, pas encore traduit en français, The War of the Jewels. Le texte principal, excusez-moi, le début de l'appendice C sur l'origine des orques a été publié dans Morg of Ring. Le texte principal, lui, est dans The War of the Jewels, qui est le volume 11 de l'Histoire de la Terre du Milieu. Et enfin, une grande partie de l'appendice D, qui concerne les notes phonologiques qui m'intéressent principalement aujourd'hui, n'ont pas été publiées dans l'Histoire de la Terre du Milieu parce qu'elles étaient considérées comme trop techniques par Christopher Tolkien, et elles ont donc été publiées dans le numéro 39 de Vignard Tengwar, un des magazines qui publie les textes linguistiques de Tolkien et qui sont toujours en cours de publication aujourd'hui. Alors, quel est le sujet du texte principal ? Il s'agit ni plus ni moins que de l'étymologie des noms de peuples elfiques. Voici un petit extrait où Tolkien prend la racine Quene, qui donne en quenien primitif Quene, qui signifie personne, puis il évalue ce que ça pourrait donner en Eldarin commun. Il considère que cette racine Quene a également donné le terme Quende, qui est une élaboration de Quene, qui désigne plus spécifiquement les elfes en tant que les personnes intelligentes et parlantes qu'elle connaissait, et un adjectif, Quendia, ce qui se rapporte aux Quendi, c'est-à-dire aux elfes. Et par voie de conséquence, ce qui se rapporte particulièrement aux Quendi, c'est la langue. Donc Quendia, en tant qu'adjectif, signifie elfique, non seulement des deux manières dont français peut désigner ce qui se rapporte au peuple de France ou ce qui se rapporte à la langue française. Et comme le nom français est dérivé de l'adjectif, de la même manière, Quendia, qui devient Quenya, désigne aussi le nom de la langue elfique qu'on désigne la langue des hauts elfes. Alors, j'ai dit que ce texte était complexe sur le plan de la publication, il est encore plus complexe sur le plan de la rédaction. La première partie est une énumération des principaux éléments linguistiques concernés. J'ai montré un exemple de racines et des termes primitifs qui s'y rattachent. Tolkien donne ensuite la liste des principaux dérivés de ces racines dans différentes langues, principalement le Quenya, le Telerin, le Sindarin. Par exemple, pour reprendre l'exemple de Quene, le terme en quenien primitif Quene signifie personne. Il donne Quen en Quenya. Il disparaît presque entièrement en Telerin. On ne le retrouve pas du tout en Sindarin, sauf dans des mots composés. Parce qu'évidemment, un terme simple comme Quen peut aussi se composer, par exemple en Quenya, comme Arquen, qui signifie quelqu'un de haut placé, donc par extension un noble. Cette partie A contient également de nombreuses notes de grammaire et de vocabulaire, par exemple le sens et la forme de l'adverbe et préfixe awa, qui signifie dehors, et la façon dont il se combine avec les noms dont il discute par ailleurs. Je vais donner un exemple. Par exemple, le terme Quendi, dont j'ai parlé, donne deux composés principaux. Kala Quendi, les elfes de lumière, c'est-à-dire ceux qui sont allés à Valinor, et Mori Quendi, les elfes de la nuit, ceux qui n'ont jamais vu la lumière des deux arbres. Tolkien signale également que
Ces termes n'ont pas forcément la même signification dans une langue ou dans l'autre, en fonction du point de vue selon lesquels se placent les peuples qui les prononcent. Cette définition que je viens de donner est la définition des Noldor. Les Teleri d'Aman ont une définition différente. Pour eux, sont Kala Pendi, terme légèrement différent en Télérine, tous ceux qui sont allés vers Valinor, même ceux qui n'y sont pas arrivés. Tout simplement parce que les Teleri continuaient à ressentir leur proche parenté avec les Sindar qui n'avaient pas réussi à s'embarquer pour Valinor. La partie B s'intéresse à la signification et à l'usage des différents termes appliqués aux elfes et leurs variétés en Quenya, en Télérine et en Sindarin. Il y donne de nombreuses explications phonologiques et historiques sur les différences de signification dont je viens de toucher un mot. Par exemple, il explique pourquoi est-ce que le mot Kwendi en Quenya est assez peu utilisé en Télérine, tout simplement parce que le Kwe initial donne P, Pendi, et introduit une certaine confusion puisqu'il vient se mélanger au produit d'une racine pen qui signifie en plus manquer. On imagine mal les Teleri se désigner comme Pendi, ce qui pourrait signifier les manquants. De la même manière, Tolkien explique que les Sindar ont perdu ce terme, notamment parce qu'ils étaient les seuls elfes, et qu'ils étaient les seuls elfes, enfin, ils étaient les elfes d'un seul clan, sans contact avec les Noldor et les Vanyar. Par voie de conséquence, ils n'avaient plus besoin d'utiliser un terme qui désignerait les elfes dans leurs ensembles, puisqu'ils étaient les seuls elfes de Beleriand, et donc c'était leur nom de clan qui est venu supplanter le nom de Kwendi comme étant un terme général pour elfe. La partie C de Kwendi et Neldar s'intéresse aux noms de clans, avec des notes sur les autres noms pour les divisions des Eldar. Tolkien explique que Vanyar, Noldor, Teleri ne sont pas les noms originaux des trois clans des elfes. Typiquement, Teleri n'est pas un terme laudatif, ça désigne les traînards, c'est un terme appliqué par les Noldor aux Teleri, tout simplement parce que c'était le dernier clan sur la marche vers Valinor. Tolkien, qui d'ailleurs donne des anecdotes historiques au passage, n'hésite pas à dire que les Noldor considéraient que, de cœur, les Teleri étaient tous des avaries, parce qu'ils n'allaient à Valinor que parce que leur roi avait décidé d'y aller, et s'ils tardaient autant sur la marche, c'est qu'en fait ils n'étaient pas vraiment intéressés à y aller. Accessoirement, une page plus bas, il signale que les Teleri affirmaient, eux, que les Noldor étaient tous des avaries de cœur, ce qui expliquait pourquoi, après être allés à Valinor, ils s'étaient rendus compte qu'ils avaient fait erreur, il fallait qu'ils retournent en Terre du Milieu, parce qu'ils avaient besoin de place pour se disputer entre eux. Voilà, les noms initiaux des clans étaient tout simplement Minyar, Tatiar, Neliar, ce qui signifiait les premiers, les deuxièmes et les troisièmes, assez prosaïquement. Les Vanyar, pour ceux que cela intéresse, signifient les beaux. C'est un terme laudatif, cette fois-ci, appliqué de nouveau par les Noldor aux Minyar, parce que les Minyar avaient pour la plupart les cheveux blonds, et que la couleur or était une couleur très valorisée par les Noldor, même si eux-mêmes avaient les cheveux plutôt châtain foncé ou noirs. Voilà, par la suite, les Minyar s'appellent donc les Vanyar, les Tatiar s'appellent les Noldor, c'est un terme qui leur est appliqué par les autres clans, qui signifie tout simplement les sages ou ceux qui ont de la connaissance. Les Neliar sont soit surnommés les Lindar, c'est-à-dire les chanteurs, ils avaient un grand amour pour le chant et la musique, soit les Teleri, c'est-à-dire les retardataires. Je poursuis. Ensuite, Tolkien donne, c'est son habitude, un certain nombre d'appendices. Appendice A, les noms elfiques pour les hommes. J'en cite quelques-uns. Les Atani, le terme le plus connu, qui donne Edain en Sindarin, mais également les Hildor ou Ephedun, les Apanonar ou Abonen, pluriel Ebenin, les Firiar, les mortels, ou Firiath, ou les Firimar, ou Firebrim, ce qui a la même signification. Au passage, il donne des explications sur les connaissances que les elfes avaient des hommes. À Valinor, suite aux ragots de Morgoth et aux rectifications des Valar. Puis ensuite, en Terre du Milieu, d'abord par Ouidir
de tribus d'Avaris qui avaient croisé les hommes loin dans l'est de la Terre du Milieu, puis ensuite par contact personnel. Tolkien explique d'ailleurs comment ce terme d'Edain, les suivants, hein, tout simplement, et en est venu à désigner exclusivement les hommes qui avaient aidé les elfes pendant les guerres de Beleriand. L'appendice B, globalement la même chose, mais pour les nains. De la même manière, Tolkien désigne les nains comme les Kasari, les Nocaliers, les Nornaliers, tous ces noms qui ne sont pas forcément très laudatifs. Kasari, c'est juste l'adaptation du nom Khazad, qui est le nom que les nains se donnent pour se désigner eux-mêmes. En revanche, Naukalier ou Nornalier désignent plutôt ceux qui sont rabougris, les nains étant plutôt petits. Les Sindar utilisent même le terme de Dornhof, ce qui signifie globalement qu'ils sont résistants et obstinés. Voilà. Accessoirement, c'est un des endroits où Tolkien explique l'origine des petits nains. Certains se souviennent peut-être de Mime, le petit nain qui aide la bande de hors-la-loi de Thorin. C'est en fait le descendant de nains qui ont été chassés des demeures principales des nains pour différentes raisons, soit parce qu'ils étaient déformés, donc visiblement c'était des nains nanesques, soit tout simplement chassés pour raisons de vol ou de comportement antisocial, ce qui explique pourquoi les petits nains se comportaient de manière relativement agressive avec tous ceux qui les approchaient de trop près. L'appendice C, les noms elfiques pour les orques. Tolkien parle de la racine Uruku et de ses dérivés, qui donnent en Quenya Urko, Orko, Orch en Sindarin. Et signale également que cette racine a eu beaucoup de dérivés dans d'autres langues que les langues elfiques, typiquement en Adunaïque, la langue primitive des hommes, des Edain en tout cas, Urkhu, qui est visiblement repris d'un dérivé de cette racine, ou même d'ailleurs en anesque, puisque le Khuzdul connaît le terme Ruks, et même en orquien, puisque en parler noir, on retrouve le terme Uruk, qui dérive lui aussi visiblement de cette racine. Accessoirement, Tolkien précise, puisque ce terme désignait un objet de terreur, d'horreur, un genre d'abomination, ça ne pouvait que plaire aux orques qui appréciaient particulièrement donner ce sentiment-là aux populations qu'ils tyrannisaient. On en vient enfin à l'appendice D, dont je vais parler plus en détail, Quen, Quenya et les mots elfiques, en spécialement Noldorin, pour le langage. Sans vouloir trahir tout de suite ce que je vais en dire, Tolkien introduit son sujet en expliquant qu'il existe deux racines différentes pour désigner les elfes, Quenya, dont j'ai déjà parlé, et la racine Quete, qui désigne la parole, le Quenya. Toutefois, Tolkien explique, ces deux racines dérivaient sans doute d'une racine Que primitive, donc il y avait un lien qui était non seulement un lien incident, historique, mais probablement un lien volontaire, les elfes se désignant eux-mêmes comme ceux qui parlaient. Tolkien poursuit avec des noms techniques pour le langage, qui viennent d'une autre racine, Ten, je vais en parler, signale au passage que les elfes et les nains avaient un langage gestuel, pour deux raisons différentes. Les elfes, principalement pour la communication à distance, puisqu'ils avaient des yeux excellents, ce qui permettait donc de communiquer d'un bout de l'horizon à l'autre. Les nains plutôt pour le secret. Les nains, Tolkien précise, ils sont myopes. Ils ne pouvaient donc pas utiliser un langage gestuel pour la communication à distance. En revanche, ils étaient capables de parler dans une langue donnée, tout en ayant un langage gestuel qui pouvait soit modifier, soit même dire exactement le contraire de ce qu'ils étaient en train de dire. Ça leur permettait de converser entre eux pendant qu'ils racontaient des bobards à ceux qu'ils avaient en face. Voilà. Tolkien parle au passage de l'évolution des théories linguistiques des elfes, au sujet, notamment au sujet de la façon dont la langue fonctionne. Il s'intéresse à la façon dont les elfes ont reconnu un certain nombre de principes
linguistiques fondamentaux, et principalement à la façon dont Fëanor est venu apporter des compléments essentiels sur à la compréhension du fonctionnement du langage. Voilà. Je discute très peu des trois derniers points, je les liste juste. La note sur la langue des Valar raconte justement la façon dont les Valar avaient une langue complètement indépendante de la langue elfique et précise le peu de connaissances qu'on en a gardées qui dérivent pour l'essentiel des mémoires, ou plutôt des dires d'un sage qui se nomme Rumil, qui visiblement en connaissait plus que la plupart sur la langue des Valar. Les deux derniers appendices, l'appendice que j'appelle E et F, sont des appendices qui ont été rajoutés, qui étaient visiblement, que Tolkien considérait comme se rattachant à Quendien Eldar, mais qui ne sont pas numérotés comme les autres. La légende de l'éveil des Quendi, c'est un genre de conte de fées qui raconte la façon dont les elfes sont venus au monde. Tolkien précise que c'était la forme dont les elfes eux-mêmes racontaient cette histoire-là à leurs enfants. Et rattaché dans The War of the Jewels à ce texte. En revanche, le deuxième s'appelle Lozanwe Kenta et qui s'intéresse à la transmission de la pensée, comment les Valar et même les elfes étaient capables de télépathie, n'est pas publiée avec. Elle se trouve dans le même numéro 39 de Vignard Tengwar que le texte de l'appendice D dont je vais parler. Et aussi en ligne sur le site de Kindle en traduction française. Alors, les E et les O de Fëanor. Dans l'appendice D, alors Tolkien liste un certain nombre de choses. Il signale, accessoirement, ce qui est très saussurien comme façon de procéder, que le mot pour langage au sens général du terme était tenguestier. On pourrait même arguer qu'il s'agit plutôt de sémiologie que de langage. Tenguesta est un système ou un code de signes, un système signifiant. Tengwe est un phonème, et en revanche, le terme qui signifie langue ou manière de parler est lambe, d'une racine qui désigne plutôt l'organe, puisque lamba, en quenya, c'est la langue physique. Accessoirement, on peut souligner que Tolkien utilise un certain nombre de termes typiquement saussuriens dans cette appendice D, puisqu'il signale que les systèmes signifiants, phonétiques ou gestuels, sont arbitraires, entre guillemets. Il signale également que le système phonétique peut être considéré comme la forme supérieure ou principale des systèmes signifiants, de la même manière que Saussure estime que la langue est le langage est le système signifiant le plus élaboré et le plus utilisé pour la communication. Mais venons-en au sujet principal. Tolkien commence par décrire la façon dont les anciens maîtres du savoir concevaient l'analyse phonémique. Il considérait qu'un phonème était nécessairement, un phonème complet, quanta, était nécessairement la combinaison d'une consonne de base que suivait une voyelle de base. Par exemple, le mot ou la racine mata, manger, devait s'analyser comme ma plus ta. Et donc, le nombre total de phonèmes d'une langue était la combinaison de toutes les consonnes de base avec toutes les voyelles de base possibles et imaginables. Donc mata ne pouvait pas avoir la même signification que maka, par exemple. Évidemment, Tolkien souligne immédiatement, il existait dans la langue elfique, qui a lui-même inventé, un certain nombre de consonnes qui n'étaient pas suivies d'une voyelle. Ce que les anciens philologues elfiques appelaient les rakiné, les rakiné tengui, c'est-à-dire des phonèmes privés de voyelles. De la même manière, il signale, et c'est plus intéressant, qu'il y avait également des voyelles qui n'étaient pas précédées d'une consonne. Les anciens philologues elfiques étaient supposés les appeler des peigné tengui, c'est-à-dire des phonèmes inadéquats. Parce que pour ces philologues, la présence d'une consonne était absolument indispensable. On ne pouvait pas imaginer un phonème correct sans consonne. Alors,
Tolkien donne des exemples. Il explique que les philologues elfiques de l'ancien temps savaient que certains mots avaient perdu, par exemple, leur voyelle finale. Par exemple, mandos, la forme complète, était mandosto, avec quenya osto qui signifie forteresse. De la même manière, il signale que les anciens philologues elfiques savaient également que des simplifications consonantiques étaient arrivées au cours de l'évolution de la langue. Il cite par exemple le quenya engue, qui signifie chose, et mentionne le fait que les philologues savaient que ea, cela existe, était dérivé de la même racine que engue, et donc le mbue médian avait disparu. De la même manière, il cite également le quenya alda, arbre, qu'il met en relation avec le télérine gala, et explique que les anciens philologues delphiques étaient suffisamment doués pour faire des comparaisons de base avec la langue de leurs cousins voisins, et de savoir que si les télérins avaient un G initial, c'était bien parce que la racine était gale à l'origine, et que le son G initial avait disparu du quenya. Toutefois, Tolkien précise, si les pertes vocaliques et consonantiques, comme ces deux autres exemples l'explicitent, étaient bien comprises, il restait un certain nombre d'incohérences résiduelles. Typiquement, les anciens philologues elfiques ne comprenaient pas comment une racine comme nuku pouvait donner le quenya nauka. De la même manière, l'infixation nasale, phénomène extrêmement fréquent en quenya, n'était pas bien compris non plus. Si la racine, comme on pouvait le comprendre, était mata, le quenya mante ne pouvait pas s'analyser comme manata. Ça n'était pas logique. Enfin, les groupes consonantiques initiaux, là aussi, posaient problème, puisqu'on ne voyait pas bien comment la racine dan pouvait donner le mot ndando, qui est un mot en elfique primitif. Le quenya, lui, a nando. C'est là, dit Tolkien, qu'intervient Fëanor. Fëanor, lui, revoit les bases de la phonétique elfique. Il explique que les voyelles et les consonnes doivent être analysées indépendamment les unes des autres et pas uniquement en termes de combinaison consonnes plus voyelles. Il invente des nouveaux noms pour les voyelles et pour les consonnes, Omear et Navear, et il s'intéresse à la phonologie historique. Il comprend le phénomène de l'antoriame, de renforcement, qui signifie le redoublement, soit vocalique, soit consonantique, pour insister sur quelque chose. Las peut donner lassé, quenya lassé, qui signifie feuille. Lot peut donner lote. Cet exemple est intéressant puisque c'est un exemple où Tolkien précise explicitement que lote n'est pas n'importe quelle fleur, mais précisément plutôt une grande fleur unique du type rose, tulipe, pas forcément les petites fleurs qu'on va retrouver sur les cerisiers, par exemple. Et donc que ce haut long est bien là pour signaler le fait qu'elle est plus grande que la moyenne. De la même manière, Fëanor, toujours selon Tolkien, découvre le phénomène de fusion, ostimé, qui consiste à avoir une fusion de deux consonnes à la suite l'une de l'autre, ce qui vient rapprocher deux termes, mais rapprocher volontairement, deux termes de signification proche ou apparentée. Ici, la racine rot donne grotta. Grotta, chose assez amusante, ça désigne une caverne. Il s'agit probablement là d'un clin d'œil de Tolkien, mais c'est aussi un rapprochement volontaire avec une autre racine que Tolkien dit être ron, et du terme rono qui signifie faire voûte, qui donne rondo, la salle voûtée. Et Tolkien explique qu'il s'agissait certainement d'une innovation phonologique volontaire
puisque la plupart du temps, les salles voûtées étaient justement creusées dans la roche. On a un exemple bien connu dans le Silmarillion, en fait on en a deux, Menegroth, qui contient cette racine, la capitale de Thingol, et aussi Nargothrond, la capitale de Finrod Felagund. Enfin, Fëanor explique que cette fusion peut aussi arriver pour les voyelles et donner donc ce que Tolkien appelle Ohlan, des diphtongues. C'est ainsi que la racine Tour peut bien donner Taora. Il s'agit là en fait d'un rapprochement entre deux racines, encore une fois d'un rapprochement que Tolkien sous-entend être volontaire, entre la racine Tar, qui désigne plutôt quelque chose de haut, et la racine Tour, qui désigne plutôt quelque chose de puissant, de grand. Ainsi, Taor, en Sindarin, désigne une forêt, mais pas n'importe quelle forêt, ce n'est pas un bosquet en aucun cas, non, une grande forêt seulement. Ce qui est plus amusant encore, et c'est là qu'on va retrouver Saussure, c'est que Tolkien explique que ce phénomène de fusion n'arrivait pas seulement en rajoutant un A pour former une diphtongue en AI ou en AU. Elle pouvait aussi s'appliquer à des racines de type rec ou roc, et donc fournir une diphtongue AE ou AO. Or, ces sons-là n'existent pas en quenya. Ils n'existent pas non plus en tellérine. Et Tolkien explique, Fëanor a eu l'intelligence de comprendre que ces diphtongues avaient existé, mais elles étaient instables. Et elles avaient donné des produits différents en quenya et en tellérine. En d'autres termes, la diphtongue AE avait donné un E long en quenya et un A long en tellérine. La diphtongue AO avait donné un O long en quenya et un A long en tellérine. Par exemple, la racine mel avait donné en quenya mela, ce qui signifie aimant, affectueux, mais en tellérine, maala. La racine kol avait donné kaalo à l'origine, qui donnait kolo, fardeau en quenya, et en sindarin, kaol. Enfin, c'est l'occasion pour Tolkien de retrouver une explication rationnelle au nom d'Oromé. Il s'agit là aussi d'un terme valarin d'origine, mais avec cette fameuse diphtongue, araomes, qui donne Oromé en quenya, et donc de manière assez logique, arao en sindarin. Enfin, Tolkien précise, cette explication de Fëanor avait été considérée comme ingénieuse, intéressante, mais elle a plus tard été prouvée de manière irréfutable en comparant le quenya avec des langues dont les Noldor n'avaient pas connaissance à l'époque de Fëanor. Précisément, le sindarin et le nandorin. En d'autres termes, on retrouve ici une vision complètement fictionnelle, simplifiée bien sûr, de la théorie des laryngales, comprise par Saussure pour expliquer des irrégularités de dérivation phonétique, et prouvée ultérieurement par la découverte du hittite et des langues anatoliennes, qui permettait de matérialiser les consonnes laryngales que Saussure avait prédites. Alors toutefois, Tolkien ne s'arrête pas tout à fait là. Il signale que la découverte du sindarin et du noldorin avait donné lieu à des développements de la théorie de Fëanor, de même que la théorie des laryngales avait été étendue aux consonnes initiales. Ici, il signale principalement que si ce renforcement vocalique, cette diphtongue en A avait existé, des philologues elfiques ultérieurs avaient signalé, mais pourquoi seulement en A? Pourquoi pas avoir des renforcements vocaliques en I et en OU? Tolkien explique, pour OU, il n'y a pas d'exemple probant, mais ça n'est pas totalement anormal dans la mesure où ce son est assez peu favorisé et les diphtongues en AU ou OU sont relativement rares en quenya. En revanche,
il donne quelques exemples qu'il désigne comme étant désidératifs de diphtongues en i, comme par exemple la racine mac, qui donne de manière régulière makil, épée, mais également maïka, qui désigne la lame d'une arme ou d'un outil coupant. Il donne d'autres exemples, mais selon lui-même moins convaincants, comme mat, qui donne mata, manger, mais maïta, affamé, ou men, aller, qui donne men, un endroit, une place, ou mena, une région, mais également mina, désirer aller dans une direction donnée. Enfin, Tolkien précise que Fëanor lui-même, malgré son génie, était incorrect sur quelques points. Il estimait que ces diphtongues ao et ae étaient de même époque que les diphtongues classiques ai et aou, alors que les philologues elfiques ultérieurs avaient jugé, pour différentes raisons, qu'il s'agissait de formes analogiques plus récentes. Enfin, Fëanor s'était trompé dans l'analyse de certaines racines qu'il estimait être monoconsonantiques, alors qu'il s'agissait en fait de racines biconsonantiques, comme la plupart des racines elfiques. Voilà. L'exemple erroné que Fëanor donne n'était pas en fait un renforcement d'un E bref, rajouter un autre E bref qui aurait donné un P avec un E long, mais en fait, tout simplement, une syncope avec disparition de la consonne médiane, donc un penge primitif. Et Tolkien signale, d'ailleurs, il existait en quenya le terme penquanta, qui signifie plein rabord. P signifiant lèvres. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que quand on s'intéresse au parallélisme entre la recherche réelle de Saussure et l'invention fictionnelle de Tolkien, la source du problème est très visiblement la même. On observe des divergences vocaliques entre des mots en gris elfique et en quenya qui posent des difficultés dans les dictionnaires étymologiques que Tolkien écrit. Notamment ces racines consonne ou consonne, les problèmes de quenya o et de noldorin a ou aou, qui sont irréguliers, l'irrégularité signalée de la racine mel qui donne mahalo, sans explication donnée, et le problème étymologique posé par Vairé, qui ne pouvait pas s'expliquer d'une manière satisfaisante avec les racines que Tolkien avait inventées à l'époque. De la même manière, dans cet appendice D, on constate que les hypothèses antérieures à Saussure dans la réalité, ou les hypothèses fictivement antérieures que Tolkien met en place, sont impuissantes à résorber le problème. En fait, on constate même que les solutions réellement inventées par Tolkien dans ses premières versions des langues ne résolvaient pas le problème elles-mêmes. C'est arrivé au début des années 60 que Tolkien décide qu'il faut s'atteler à le résoudre. Ce qui est très amusant, c'est qu'il met en scène Fëanor, très jeune à l'époque, Fëanor qui fonde la première école d'études linguistiques des elfes, les Lom-Mengolmor, mais après ce coup de génie en linguistique comparative, se détourne complètement de ce domaine de recherche. Alors, on sait que Saussure, par la suite, lui, s'est intéressé à la linguistique générale. Fëanor, lui, s'intéressait plus à l'aspect esthétique. Toute cette réflexion étymologique ne venait que d'une seule raison. Fëanor voulait inventer un mode d'écriture élégant et précis à la fois. Bref, Tolkien invente un jeune personnage qui fonde une école d'études linguistiques et ensuite se détourne du sujet qu'il a rendu célèbre en linguistique comparative. Enfin, Tolkien imagine des découvertes linguistiques ultérieures de langues encore inconnues à l'époque de la découverte qui viennent à la fois corroborer et amplifier la solution théorique. Accessoirement, même s'il ne faut pas non plus trop extrapoler sur la comparaison entre la vie de Fëanor assez agitée et celle de Saussure plutôt posée,
il convient quand même de souligner que les deux meurent relativement assez jeunes. Ce sont deux fortes personnalités, souvent en désaccord avec leurs contemporains, et qui sont intensément admirés après leur mort. Ça fait quand même beaucoup de coïncidences pour être un pur hasard. Voilà, je vais conclure sur le sujet puisque j'arrive presque à la fin du temps qui m'a été imparti. Je veux laisser un petit peu de temps pour les questions éventuelles, enfin de ceux qui ne sont pas encore endormis ou assommés par le sujet. Voilà. J'espère, avec cet exemple que j'ai choisi volontairement, très ciblé et très précis, avoir suscité un certain intérêt pour l'étude linguistique de Tolkien. Principalement, je vois 4 intérêts à cette étude. Le premier, c'est, pour les curieux, l'approfondissement des récits relatifs à l'histoire de la Terre du Milieu. Je l'ai expliqué, ces explications philologiques de Tolkien sont entremêlées d'explications historiques, d'anecdotes qui permettent de fournir des compléments pour expliquer un nom, pour donner des détails sur une période historique, pour préciser le caractère et les intérêts d'un personnage. Par exemple, Tolkien consacre un très long essai à l'étude des toponymes du Gondor, les noms des collines des feux que Pippin voit quand il est en train de chevaucher avec Gandalf vers Minas Tirith. Tolkien donne des explications pour chacun de ces noms. Et accessoirement, tombant sur un nom qui lui pose un problème étymologique, il va inventer toute une histoire autour. C'est le Halithirien, Halig Thirien, c'est-à-dire la montagne sacrée. Et Tolkien essaye de comprendre, mais finalement, pourquoi est-ce que cette montagne serait sacrée? Parce que ça pose un problème sacré pour qui, par qui, et comment est-ce que c'est possible puisqu'il n'y a plus de lieu de culte depuis la submersion de Númenor. Je ne vous dévoile pas la réponse, mais elle est pour les anglophiles dans le Vignir Tengwar numéro 42, ou encore une fois, bientôt en traduction française sur Tolkien. Voilà. De la même manière, l'accusation réciproque des Teleri et des Noldor sur qui est un Navari dans son cœur, c'est évidemment une petite anecdote, comme de nombreuses autres, qui viennent pimenter la lecture des notes phonologiques de Tolkien. Mais ce n'est pas le seul intérêt. C'est aussi une meilleure compréhension de l'évolution des conceptions de Tolkien. Pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de la Terre du Milieu, on voit très bien qu'entre les contes perdus et les dernières versions du Silmarillion, Tolkien revoit complètement son histoire, les personnages principaux, l'intrigue principale même. On a exactement la même chose du côté des langues. C'est même une façon de mieux comprendre l'interaction entre le récit narratif et l'invention linguistique. J'ai cité plusieurs exemples où on voit cette interaction de facto. Je peux en citer quelques autres. Par exemple, quand Tolkien revoit l'histoire du Noldorin, qu'il renomme Sindarin, il convient d'expliquer pourquoi est-ce que les Noldor abandonnent l'usage quotidien du Quenya pour adopter la langue des Sindar. Il invente le ban de Thingol qui interdit aux Sindar de communiquer en Quenya avec les Noldor. L'une des raisons pour lesquelles le Quenya est finalement abandonné. De la même manière, ceux qui ont lu l'appendice E du Seigneur des Anneaux savent qu'il existe un Tengwa qui s'appelle Thule, qui devait se prononcer à l'origine comme le TH doux anglais, mais qui se prononce à l'époque du Seigneur des Anneaux comme un S. Or, j'ai quand même signalé précédemment que les elfes étaient extrêmement conscients de l'évolution phonologique de leur langue et qu'ils avaient horreur des ils avaient horreur des homonymes. Or, cette transformation de Thule en Soule crée des homonymes. Tolkien l'explique en précisant que la réforme se fait à l'époque de Fëanor et que Fëanor y est farouchement opposé. Et par voie de conséquence, les elfes qui sont opposés à Fëanor se mettent à adopter la nouvelle prononciation juste pour les nains. Voilà. Enfin, un exemple particulièrement évident d'interaction entre l'invention linguistique et la narration, c'est tout simplement l'épisode devant la porte de la Moria, où l'on sait qu'il suffisait de lire la phrase en elfique pour prononcer le mot correct et rentrer. Ce qui signifiait qu'il suffisait de savoir lire pour rentrer. Mais Gandalf commence à chercher des solutions complexes à un problème qui est infiniment simple, parce qu'il n'imagine pas qu'à l'époque où il est,
on aurait pu avoir un mot de passe aussi évident que celui-là. Enfin, pour ceux qui s'intéressent aux sources d'inspiration de Tolkien, j'espère avoir montré par cet exemple que Tolkien connaissait évidemment la théorie des laryngales et s'en était inspiré pour inventer une anecdote à la fois linguistique et historique. Il en existe certainement bien d'autres, et je pense, à titre personnel, qu'il serait extrêmement productif de s'intéresser aux maîtres à penser de Tolkien en linguistique. Aujourd'hui, les sources d'inspiration de Tolkien de manière littéraire sont bien connues et de mieux en mieux étudiées. En revanche, qui s'est déjà intéressé aux théories, par exemple, de Joseph Wright, qui a enseigné l'anglo-saxon à Tolkien, pour voir l'influence que cela avait eue sur la conception que Tolkien avait de ces langues et sur la façon dont il les avait construites. Aujourd'hui, à ma connaissance, encore personne.